toujours compatible. C'est bon. C'est un particulier. Mais faut pas qu'on parle. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e volet des aventures de Retour aux Zones. Avant de commencer, on va déjà s'excuser parce qu'on aura de nouveau des problèmes de son. On va le faire du mieux qu'on peut. Mais au sommaire de ce 5e volet, on va parler actu du basket suisse. Nous reviendrons sur la SBL Women et la National League B. On va parler bien sûr des matchs de Nyon face à Boncourt. On aura droit à la rubrique d'Eric qui reviendra sur quelques situations durant les 2 matchs du week-end. Le match d'Union Neuchâtel face à Fribourg et la présentation de la 3e journée de SB League. Bon allez, on commence par l'actu du basket suisse et le championnat de SBL Women. Qui commence? Qui a regardé? Oui, tu voulais que je donne les résultats? De quel match? De tous. C'est toi qui donnes les matchs, après on parle. Oh mais je dois tout faire. Ouais, c'est clair. C'est patron. Ouais, c'est toujours le patron. C'est toi qui paye. Bon, alors on va parler déjà des résultats. Alors, Troitorin qui a battu AK Haro 81-49. BCL FIC Fribourg qui l'a emporté face à Elios 87-73. Puis le 3e match, Genève Elite Basket Winterthur reporté. Genève Elite, ils n'ont pas encore commencé le championnat. Marco, la victoire de Troitorin sur Haro. Prévisible, hein, parce que Troitorin, de ce qu'elles avaient déjà montré à Espérance Puy, le premier match, on voit que c'est quand même une équipe qui est assez solide. Alors, pas assez, à mon avis, pour pouvoir embêter les 2 premières, les 2 qui sont destinées à être premières, à savoir Fribourg et Winterthur. Après, de ce qu'on a pu voir, en tout cas sur les deux premiers matchs, Aarau, c'est quand même un petit ton en dessous. Et puis la victoire de Delphique Fribourg face à Elios. Pas de surprise, après, c'est pas non plus un gros match. Enfin, c'est pas non plus un gros écart. Après, il y a quand même un gros écart entre les 2 équipes. Les Américaines de Fribourg ont été un peu moins performantes que ce qu'elles ont été les premiers matchs de championnat. Enfin, surtout le match de Super Cup et le premier match de championnat. Ce qui fait que ça a donné une équipe, un match un peu plus serré. Un gros match de Marielle Giroux qui a vraiment joué son rôle de 4e étrangère. Voilà MVP du week-end. Qui a survolé ce match. Et puis voilà, quoi, pas d'autre chose à rajouter là-dessus. Julien, tu t'es un petit peu intéressé à la SBL Women. Assez pour être d'accord avec Marco. Excellente réponse. Ok, on passe de suite à la National League B. On va déjà sur les résultats. Villars Basket qui perd à domicile contre Gold Coast Wallaby 64-80. La victoire de Morges Saint-Pré face à ULRB 90-66. La victoire des Getse Zurich Wildcats face à Sion Basket 83-49. Et la petite surprise, la victoire des BC Beren Klein Basel face au Puy Lausanne Foxes 74-73 au buzzer. Marco? Voilà, si on parle de ce dernier match depuis, puis début de saison compliqué, hein, 2e défaite, 2e fois sur terre suisse-allemande. Donc voilà, un début de championnat compliqué avec une équipe que nous on voyait quand même un petit peu plus forte. Là en plus ils se font avoir vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment le shoot au buzzer avec une erreur défensive vraiment de junior dans le joueur qui à la dernière seconde qui joue l'interception et qui quitte son joueur au lieu de rester sur son mec.
Et puis là, ils se prennent 2 points, vraiment, de deuxième ligue masculine à peu près. Hein. C'était un panier vraiment. Le gars, il avait les 2 pieds au sol, à 4-5 mètres du panier, et puis ça fait filoche à la dernière seconde. Donc mortifiant pour Puy, mais là, vraiment, bref. Bon, 2 matchs à l'extérieur, il commence avec 2 matchs à l'extérieur en Suisse allemande, c'est jamais facile. Après. À Klein Basel, à mon avis, il y avait quand même de la place pour le gagner, surtout qu'ils étaient devant jusqu'à la DER, quoi. Donc, non, c'est la première victoire de Klein Basel en Ligue nationale B. De leur vie. Ouais. Oh, peut-être pas de leur vie, mais... oui, oui. Oui, ils étaient en première ligue la saison passée. Ils ont perdu le premier match, donc oui, c'est leur première victoire. Le match de Morges. Contre Union Labo Basket. Ouais, je crois que tu en as un petit peu regardé un bout. Hein. Bon, j'ai regardé un bout. J'ai trouvé. Bon, Morges, on connaît. Hein. Morges, on sait que Morges, ça va être un gros morceau de Ligue B. Vraiment un des favoris, je pense, au titre. On l'avait déjà dit. Maintenant, Union Lavo, niveau jeu, c'est faible. Franchement. On ose dire pas Seva. C'est pas Seva, c'est basique de chez basique. J'ai l'impression que les joueurs ils se cherchent. J'ai pas l'impression qu'il y a une grande alchimie entre eux. Il y a Arnaud Barapila qui, sur le premier carton, qui fait un gros premier carton au niveau de la réussite. Mais au fur et à mesure du match, tu vois qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle parce qu'il y a un fond de jeu que je trouve qui n'est pas présent. Et pourtant, avec Rotrok à la main, avec Hacho à l'intérieur, avec Barapila, ils ont 2-3, ils ont Franière, ils ont 2-3 joueurs aussi qui peuvent largement, à mon avis... Jules Fouda aussi. Jules Fouda, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas un grand fan, mais voilà, ça reste quand même des gars qui ont de l'expérience Ligue B. On devrait avoir un fond de jeu un peu plus intéressant normalement, et là, je trouve que c'est un peu faible à ce niveau-là. Bon, il y a des joueurs qui ont une expérience Ligue B, mais par contre, il y a quand même un petit souci. Pour moi, il n'y a pas de scoreur. Le scoreur, depuis le début, là, depuis les 2 matchs, c'est Barapila. Et il y a un gros problème pour moi, c'est qu'il n'y a pas de shooter. Le seul shooter qu'il y a dans cette équipe, c'est Jules Fouda. Ouais, après je suis d'accord avec toi, mais en Ligue B, physiquement, avec le gabarit qu'ils ont, ils devraient pouvoir... Voilà, même sans shooter, même sans scoreur, collectivement, si tu fais quelque chose d'intéressant, tu te prends pas une volée sur ce match-là. C'est un travail collectif qui a été réalisé. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils prennent Suisse Centrale, qui est un très gros morceau en premier match, et ils prennent Morges le deuxième. Donc voilà, je pense que Union Lavo ne va pas forcément jouer le titre cette année, et on verra quand des équipes, disons, plus faibles, si ils arriveront à tirer leur épingle du jeu. Oui, voilà, c'est nous, moi. Je m'excuse, j'étais un petit peu occupé à faire autre chose. Bon, on a passé un petit peu les féminines, on a passé un petit peu la Ligue nationale B. Bon, on va s'attaquer. On va commencer par Julien. On va parler certainement statistiques avant de parler images du match entre Nyon et le BC Boncourt. Alors, Nyon qui recevait Boncourt samedi. Donc, le match est terminé sur le score de 75 pour Nyon et 94 pour Boncourt. Match où Boncourt a quand même dominé. On peut rajouter donc une différence au niveau du rebond, 28 rebonds pour Nyon contre 38 pour Boncourt. Et l'autre chose qu'on peut relever aussi au niveau des stats, la différence entre les deux, c'est le 6-17 de Nyon et on peut dire monstrueux, 15 sur 30 à 3 points de Boncourt. Ce qui veut dire que 45 des 94 points étaient marqués sur des tirs à 3 points. Individuellement, ce qu'on peut ressortir, c'est les 17 points de Ayman, qui a fait un très bon match pour Nyon, les 16 points, 6 assists de Endoy, et les 15 points et 4 petits rebonds pour Berry, lui qui tournait à l'époque à 10 ou 11 rebonds lorsqu'il était à Lugano. Du côté de Boncourt, ce qu'on peut relever, c'est les 7 petits points, les 5 petits points de Cooper et Jankovic qui terminent respectivement à 2 sur 12 au tir et 2 sur 9. Les très gros matchs de Kozic avec 22 points, 4 rebonds et 4 balles récupérées. Et les 29 points de Fanguet avec ses 9 rebonds.
Boncourt termine le match avec 43% à 2 points, 50% à 3 points. Il y a une chose aussi qu'on peut relever, qui est très rare en Suisse, enfin qui est même assez rare en général, je pense, c'est que les étrangers de Boncourt terminent le match avec 24 points, 7 sur 27 au tir, et les Suisses terminent avec 70 points marqués, avec un 26 sur 44 au tir. C'est assez incroyable. En général, c'est plutôt Le contraire. le contraire. Effectivement. Ouais, moi, j'ai trouvé au début du match un Nyon qui était, comme on avait dit, hein, à mon avis, chaque fois ils vont commencer les matchs comme ça à l'énergie. J'ai trouvé un bon cours à l'économie, moi. Vraiment comme si ils étaient venus sachant que le match allait se jouer assez facilement. Je pense qu'il y a deux gars qui ont pris une sacrée secousse la semaine passée à l'entraînement. Ils s'appellent Eric Fonguet et puis Juras Kozic. Je pense qu'ils ont pris une belle secousse à l'entraînement, vu le non-match qu'ils avaient fait à Neuchâtel. Et je pense que mon pote Vladimir Rudicic, à mon avis, les a remis en place durant la semaine. Et puis ça s'est vu. Ça s'est vu parce que, comme tu l'as dit, ils ont été les fers de lance quasiment sur la totalité du match. On voit quand même, moi je le connais un petit peu, on voit Vladimir qui est assez sûr dès le début du match. Hein. On voit qu'il ne craignait pas trop cette équipe de Nyon. Ouais, puis je m'excuse pour confirmer ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, je crois que Nyon est revenu à 2 ou 3 points dans le troisième carton, je crois. Et il n'a pas pris un temps mort, il n'a pas paniqué, il regardait. Non, mais. C'est pas un fanat des temps morts. Hein. Moi j'étais à la table, je dis ah bon, tiens, ok, il va prendre temps mort, non, pas paniqué. Puis après, ils ont repassé devant, enfin, ils ont fait l'écart, assez intéressant. Ouais, après, sur ce premier carton. Bon, tu me dis que je peux lancer des images du premier carton, hein? Vas-y. Ah, bon, je sais pas, on dirait, on parle pas. Je suis pas la régie, hein. Non, ça va être de ma faute. Non, vas-y. Ça va être. C'est sur ce premier carton. Je pense que ce qui a fait en sorte que ça soit assez serré, c'est que le duo Ndeuil-Berry côté Nyon a pu tenir la route sur 10 minutes. Ça veut dire que Ndeuil a trouvé des points et Berry aussi a eu 2-3 phases de jeu qui étaient intéressantes. Maintenant, ils n'ont pas pu le faire sur la totalité du match et c'est là où, quand tu vois l'effectif de Nyon, du moment qu'ils ne peuvent pas compter sur ces deux-là, ça devient compliqué. Donc voilà, un Ndeuil à 39 ans, un Berry, on ne sait pas trop comme il est physiquement. Moi j'ai l'impression qu'il est encore séché depuis son passage à Lugano. Je l'ai trouvé maigrichon chez Maigrichon. Il a toujours été comme ça. Ouais, mais Il s'est coupé les cheveux. J'ai trouvé encore plus maigrichon. Et puis quand il s'est pris 3 taquets de Jankovic, j'ai encore eu l'impression qu'il était encore plus maigrichon. Mais voilà, enfin, sur ce premier carton, je pense qu'ils ont pu tenir grâce à ça. Plus le match allait sur le deuxième carton, plus la densité de bons cours à jouer, je pense. Quand tu vois que même, j'ai beaucoup de respect pour Juras Kozic, hein, mais Juras Kozic n'est pas le mec non plus le plus physique de notre championnat. Et quand tu vois Kozic qui est capable de jouer des situations de poste bas physique sur des joueurs adverses, ça veut dire qu'en face, le répondant physique, il est quand même assez faible. Et ils l'ont fait quelques fois. Je trouve qu'ils ont beaucoup joué sur ces mismatchs. Alors là, sur ce match-là, ils ont mismatch sur le poste 1, mismatch sur le poste 2, mismatch sur le poste 3, mismatch sur le poste 4 et mismatch sur le poste 5. Donc ça veut dire qu'à chaque position, ils étaient au-dessus de leur adversaire. Et très souvent, on a vu Eric Fonguet, Juras Kozic jouer dos au panier pour soit attirer Erard ou c'était qui? C'était Jeff Dufour ou Benoît Heinmans. Très souvent, ils les ont joués en 1 contre 1. On les a beaucoup plus vus en tout cas, balle en main que d'habitude, parce que normalement c'est des joueurs qui dribblent très très peu. C'est la chose qui m'a le plus surpris, c'est que moi j'ai rarement vu Eric Fonguet finir autant sous le panier, marquer autant de points dans la raquette, Kozic aussi. Après voilà, je pense que quand même quand t'as un duo comme Kozic et puis comme Eric Fonguet, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de les mettre dans le match. Si les gars, dans le premier carton, tu leur laisses 3-4 possibilités de prendre des shoots ouverts, alors Kozic prend le premier qu'il met, il est très compliqué, il est en fin de possession, il est 2 mètres derrière la ligne, et bon ça le met totalement confiance,
Mais les shoots d'Eric Fonguet, le gars, il a le temps de se faire une manicure avant de prendre le shoot, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est sur tous les shoots de Fonguet, il est sur ce match-là, il est sur un fauteuil. C'est-à-dire qu'il a les 2 pieds à terre, tranquille, prêt à shooter. Et puis Eric, mine de rien, quand il est dans ce bon jour-là, nous on l'appelait Eric Fongic. Hein. Quand c'était les soirs où ça rentrait, c'est difficile de l'arrêter, quoi. Mais voilà, on a vu aussi... Non, tu parles beaucoup de Boncourt, mais tu parles pas beaucoup de Nyon. Ah, je te parle de Nyon, là. Ah, d'accord. Du côté de Nyon, le problème c'est que c'est pas très positif. Du côté de Nyon, beaucoup de soucis dans les impacts, beaucoup de soucis à gérer les 1 contre 1. Et je vais retaper sur lui, mais notre ami Jeff Dufour, complètement en difficulté à la main, rien que pour passer le milieu de terrain c'était compliqué. Chaque fois qu'il y avait des situations de pick and roll, ça sortait fort. Alors c'est vrai que quand tu as Jankovic et Kalasan qui t'arrivent dessus, c'est impressionnant, mais quand tu es censé avoir 30 minutes en Liga, tu es censé être capable de jouer ces situations de pick and roll. Et là, combien de ballons perdus qu'il y a eu à la fin de ce deuxième carton, où ils se sont fait avoir, où ils n'arrivaient pas physiquement à prendre le dessus, malgré une première mi-temps, et même on va dire la totalité du non-match de Cooper, qui à mon avis, il arrivait un cigare à la bouche et puis les mains dans les poches à ce match-là, où je sais pas ce qu'il y avait, mais en tout cas, il était pas dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. C'est clair que Cooper, on l'a pas vraiment vu. C'est juste sur la fin, pour moi, qu'on a vu un petit peu certaines choses de sa part. Du moment où il fallait prendre les choses en main, mais on sentait que Boncourt avait déjà dirigeait déjà le match en fait à ce moment-là. Mais moi j'ai trouvé en fait que Nyon n'a pas un mauvais jeu. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils sont plus faibles à tout niveau. Et le joueur intérieur qui est Berry, qui avait fait une très jolie saison à Lugano, niveau impact physique, c'est pas vraiment ça. Ouais, je vais revenir après parce que j'aurai des questions à vous poser. Il va se taper des Jankovic, des gens comme ça doit pas être évident. Ouais. Voilà, donc un peu comme tu dis, à tous les postes, à la limite, sur les face-à-face, il peinait. Donc ça devient compliqué à un moment ou l'autre de prendre le dessus. Ouais. Mais après, dans le fond, je trouve que l'état d'esprit est bon, ça joue pas mal du tout, mais c'est faible. C'est faible. Sur ce troisième quart, Nyon il reste quand même dans la course, mais sans jamais donner le sentiment de pouvoir passer devant ou même se rapprocher de Boncourt. On voit vraiment physiquement, il y avait vraiment 2 équipes qui étaient complètement différentes. Toujours un peu, moi je trouve ce côté nonchalant de Boncourt. Le seul franchement, à Boncourt, qui me donne l'impression d'être athlétiquement et puis de tout donner, moi c'est Marc Sellon. Marc Sellon, je trouve que dans cet effectif, il te donne un peu un peps, un dynamisme que sur les ailes à Boncourt, ni Kozic ni Fonguet peuvent donner. Alors il est certes moins talentueux que les 2 que je viens de citer, mais je pense que Sellon dans cet effectif, il peut avoir une grande importance en sortie de bombe dans les jours où justement un Kozic ou un Fonguet ne va pas forcément donner satisfaction, ou même un Cooper qui passe à côté. Moi, ce qui me fait peur pour Nyon, c'est que comme tu as dit avant dans les stats, tu as quand même 2 étrangers, Jankovic et Cooper, qui passent à côté. Alors Jankovic, même s'il passe à côté, il a toujours ce truc qui tu as l'impression qu'il donne pour l'équipe. Il prend quand même 11 rebonds, il a quand même un impact physique en défense. Je veux dire, c'est difficile de dire que Jankovic il a loupé son match. Contrairement à Cooper, qui à mon avis, lui, sur certaines phases, Boncourt jouait mieux quand il n'était pas sur le terrain, quand il était sur le terrain, sur ce match-là. Mais moi, je trouve quand même inquiétant, sachant que tu joues Boncourt. Donc tu joues quand même une équipe qui est censée se battre pour un spot playoff, donc se battre avec toi dans un spot playoff, et puis avoir ce sentiment d'être complètement au-dessous physiquement. Tu parles de Nolan Berry, mais Nolan Berry s'est fait fracturer la mâchoire droite et la mâchoire gauche en 2 mouvements de Jankovic. Les 3 fois Jankovic fait un mouvement bas, il se plaint 3 fois à l'arbitre parce qu'il reçoit des coups de coude. Mais mon gars, t'es poste 5,
T'es poste 5, tu dois jouer physiquement, tu peux pas te plaindre. Et puis après, je sais pas si vous avez vu, mais les autres impacts physiques, il les a refusés. Donc moi, ça sera après dans le questionnement que je vous ferai sur Nyon, parce que j'ai préparé juste 2-3 questions à débattre avec vous. Tu veux débattre? Ouais, je veux débattre. Ouais, on se réjouit. Non, mais voilà, moi je me pose quand même la question, pas mal de questions sur cette équipe-là de Boncourt. Si on part sur le 4e carton, après Julien pourra dire ce que tu as pensé de cette deuxième mi-temps. Fonguet, il est crucifié avec 4 énormes shoots à 3 points, mais de nouveau, c'est 4 shoots, le gars il a les 2 fers au sol, il a le temps de les prendre, quoi. C'est pas des exploits, alors voilà. Un Calasan qui joue 36 minutes, je crois, sur ce match-là. Alors ça se posait des questions de s'il veut gérer Calasan physiquement, pourquoi Calasan joue 36 minutes sur ce match-là, ça c'est une autre question. Mais ce Calasan, c'est vraiment le lion qui a fait, qui a été le point fort de ce match, c'est que ce gars il est monstre sobre, défensivement il est toujours impactant. Et puis offensivement, il fait les choses justes, quoi. Et il force pas. Et c'est ça qui m'a un peu plu, à part Cooper, sur ce match-là, qui en a pris 2 ou 3. Ils ont vraiment laissé les rênes aux joueurs suisses. Quand tu vois... Bon, ils ont saisi leur chance. Hein. Alors, c'est clair que quand tu marques, c'est plus facile. Fonguet, il fait sa 4e faute au début du 3e carton. Après, il restait 17 ou 16 minutes à jouer. Et c'est après que tu le vois. Avant, il était très discret, il avait peut-être mis sur les 29 points qu'il a mis, il avait peut-être mis une dizaine, 10, 12, il me semble. Et puis, une fois qu'il a fait sa 4e faute, on a commencé à ne voir que lui sur la fin du match. Alors, Calasan, effectivement, lui, il joue 36 minutes à 39 ans, quel âge il a? Ouais, 39 ans. On n'est pas loin. Il y a 3 joueurs qui sont à plus de 30 minutes. Hein. Oui, à Boncourt. Alors après c'est pas le tout le monde a joué. Ils sont que 10. Hein. Ils sont que 10. Avec une... Et puis il les a fait jouer à des moments en première mi-temps. Enfin, tout le monde a joué à des moments importants. Ouais. Après, si tu les fais pas jouer contre Nyon, je sais pas quand tu les fais jouer. Mais moi, la question que je te pose, Fonguet, tu le vois, mon feeling, c'est qu'on l'a vu après sa 4e faute. Ouais. Avant, il a fait 2 fautes stupides, en voulant intercepter. Ouais. Et puis derrière, c'est du Fonguet, quoi. C'est un peu son. Vous connaissez mieux que moi. Mais moi c'est ça qui m'a surpris, c'est que peut-être sur les 29 points qu'il met, il en a mis, on va dire une petite vingtaine, 18 ou 20, dans le 3e et le 4e carton. Au moment où il a fait sa 4e faute, moi ça m'a surpris. Et puis je comprends pas. Il s'est libéré. Non, alors moi j'ai trouvé Kozic plus constant sur le match, effectivement. Oui. Fonguet, il est arrivé d'un coup, on remarque toujours, parce que quand on arrive sur la fin du match, ça donne toujours un peu plus d'impact. Il a quand même tué le match. Quand tu marques 4 paniers de suite à 3 points au 4e carton. Après, oui, il a tué un match, disons, qui était déjà mort. il y avait 10 points, on est passé à mal. Mais moi, le joueur que je relève avant tout, c'est discrétion, quoi, mais c'est Calasan. Calasan, pour moi, c'est lui qui est un peu le moteur de tout ça, c'est lui qui a tenu le truc tout le long. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur les je crois 18 ou je ne sais plus combien il y a d'assists de la part de Boncourt, 16 ou 18 assists. Il y en a 5. Il y en a 5 de Calasan et 4 de Jankovic. Parce que j'ai vu beaucoup de situations, on donne la balle en bas, les joueurs vont fixer, ils ressortent la balle, catch and shoot. Exactement le genre de choses qu'adore Kozic, qu'adore Fonguet. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu mettre à eux deux leurs 10 tirs à 3 points sur ce match. C'est le collectif qui a créé tout. C'est là où tu vois que quand même avoir Calasan et Jankovic, c'est quand même assez de l'or. Parce que c'est des gars qui reçoivent la balle, qui reçoivent pas la balle, qui prennent leur shoot, qui prennent pas leur shoot. Ils vont continuer à se battre tout le match. Et ça, un Américain que tu sors d'université, je pense qu'il a que 4 shoots, 3 ou 4 shoots en 36 minutes de jeu, je suis pas sûr qu'il te donne la même chose au niveau de l'intensité défensive comparé à ce qu'il donne les deux Serbes, à mon avis. Mais tu vois, par rapport à ça, je repensais l'autre jour par rapport au match qu'on avait vu, justement, la finale Fribourg contre Genève.
Si à l'intérieur de Genève, tu mettais Kalazan et Djonkovic, avec tous les shooters qu'ils ont et tout ça, parce que j'ai un peu l'impression que les intérieurs n'affluaient pas, mais avec ce type d'intérieur-là, Et puis ça pèse un peu, nettement puis moins, tu mets- ça coûterait nettement moins dans le budget de Monsieur Fatal. Non, Mais voilà. mais t'avais des questions ou bien? Moi j'ai des questions. Hein, à Ouais, vous poser. pose-moi tes questions. Moi, alors déjà, c'est le sentiment que j'ai. Moi, j'ai l'impression que ce Nyon-là est moins fort que le Nyon qu'il y avait en Ligue B il y a 2 ou 3 ans en arrière. Je pense notamment à la finale qu'il y avait eu à Vevey, qu'on avait pu commenter, qui s'était joué sur 5 matchs, une grande intensité. Où du côté de Nyon, il y avait des Paredes qui est devenu président, mais il y avait aussi, il y avait Wolfisberg, on en avait déjà discuté, mais il y avait aussi des joueurs, comment il s'appelait ce poste 2 là, Noiro, qui était très fort, qui avait marqué genre 25 points. Non. Alors il y avait Ivanovic. Oh, mais il est aussi. toujours Ivanovic. Oui, hein. Il joue pas pour l'instant. Ouais, il joue pas, mais il fait était- toujours partie du il était à la comptage. maison. Il était à la maison parce qu'il avait des symptômes Ah. Covid. D'accord. Bah voilà, merci déjà de cette information, monsieur Bertrand. Voilà. Oui. Moi, j'ai l'impression que je vais arriver dans la question où, de nouveau, je reparle de ce projet de Liga. Actuellement, le projet Liga à Nyon, il est pour donner la possibilité aux joueurs du club de pouvoir jouer en Liga. Ouais. Mais là, qui sait, en toute sincérité, des joueurs suisses, à part Heyman, qui je pense est un gros potentiel, qui pourra être deuxième meneur dans une bonne équipe de Liga, qui sait à Nyon actuellement dans les joueurs suisses qui ont la capacité d'évoluer en Liga. Moi, je ne le vois pas. Un Jeff Dufour, pour moi, à 30 minutes, c'est juste une aberration. il peut en jouer 30, il peut en Valentin- jouer 10. Mais le problème qu'il y a, c'est vu l'effectif. Oui, il en joue Mais pas, alors, Valentin. pourquoi tu fais ce projet LNA? Pour qui tu fais le projet LNA? Ben, Quel est le joueur à Nyon actuellement que tu vas pousser parce que tu sens que ça va pouvoir... Ouais, mais au moins il joue. Mais Au moins, ils les se sont jours. posé la Mais est-ce que question. c'est le bon endroit? Ils se sont posé la question à l'époque, je pense que la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ouais. En tout temps, ils ont peut-être perdu 1 ou 2 joueurs, dont Wolfisberg, qui est intéressant dans ce genre de situation. Voilà, moi c'est ça la question, c'est que mais maintenant, si tu prends la situation actuelle, on se demande au niveau du projet de Nyon où c'est que ça va, parce que je veux pas être méchant, mais quand tu vas quand même chercher un Titouan Vanet, quand tu vas chercher un Zocoletti, ou un Warden durant l'intersaison, ça veut dire que dans ton mouvement jeunesse, t'as rien de plus intéressant à sortir. Parce que du moment que tu vas chercher 2-3 joueurs comme ça veut dire que dans ton mouvement jeunesse, t'es pas prêt à en sortir 1 ou 2. Donc, sur le long terme, quand tu connais leur budget et tout, je me pose des questions. Un Zocoletti, on en avait parlé, moi je trouve qu'il plafonne depuis 3 ans, c'est un fantôme. Là sur ce match-là, c'est un fantôme. Warden, c'est un fantôme aussi. Après, c'est un match. Oui. C'est un match. Oui. Après, Mais c'est pas les gars que la semaine prochaine ils vont marquer non, mais 35 points. c'est le premier match. Mais c'est Oui, c'est leur premier match. Hein. C'était leur premier match, hein, sauf erreur. Mhm. Ok, alors je dis pas que On va c'est une juger excuse. sur un match. Je dis mais pas, ouais. voilà, je dis pas que c'est une excuse. Mais effectivement, je pense que là, il manquait de liant dans la sauce, entre guillemets. Et puis, comme on disait quand on a présenté les équipes, on disait que Lyon, c'est peut-être le seul qui a un mouvement jeunesse qui tient la route en Liga. Après, toujours Fribourg Olympique, on peut toujours dire avec leur académie et toutes ces choses-là, mais par rapport au fonds de commerce que peut avoir Lyon avec son mouvement jeunesse, peut-être qu'il y a un trou maintenant par rapport à, comme tu disais, la finale de Ligue B quand ils ont joué à Vevey, où là ils ont sorti, il y avait des jeunes qui étaient performants. Maintenant c'est la Ligue B et la Liga, il y a vraiment un saut, et puis il faut aussi accepter que peut-être que c'est les noms dont tu fais Dufour, Vanet, et puis Varden. Même Van Rooij, hein. Ouais, Van Rooij, je pense qu'il y a, Oh, il il y a était un temps beaucoup blessé, hein, d'adaptation, aussi. peut-être. Et puis ils ont découvert la Liga, probablement, où ils ont fait quelques incursions l'année passée. Bon. Je dis pas que c'est des excuses, hein, mais On parle de jeunesse, de mouvement jeunesse et tout, mais au final, ces mouvements jeunesse, il y a toujours 2 voire 3 joueurs.
Pas plus Et là, que ça. ces 2 ou 3 joueurs à Nyon, à première vue, ils sont partis, puis ils font avec ceux qui suivent. Ouais. Mais est-ce Mais que tu vois, de n'importe la- quel la- club, la- le souci, je pense, c'est le même. Ce La que je différence, dis- c'est ce que que je- d'autres clubs, ils prendront des joueurs qui vont payer et qui font Ce bien que je d'ailleurs. dis, c'est actuellement, est-ce que peut-être qu'il ne faudra pas peut-être mieux voir le bienfait de jouer en Liga? Parce que Mais moi, c'est j'ai l'impression que ça leur fait plus de mal qu'autre chose. Oui, Ça mais marche. s'il n'y a pas de Nyon, tu te retrouves à 8 équipes, Ah ouais, et bon, puis tu ça, peux après, te poser la même question. c'est pas le problème du BBC Nyon de sauver Suisse Basket. Après, tu peux te poser la même question sur 2-3 autres clubs, puis tu fais un championnat à 5. Bah oui, mais ça, c'est pas le problème du BBC Nyon. Moi, je te parle, si tu, en tant que président du BBC Oh, il est Nyon, chaud la cave, hein. Ouais, non, ils sont en train de se calmer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le problème de Nyon à penser à s'il y a 7 ou 8 équipes. Là, je te parle de te positionner en tant que président de Nyon ou de comité de Nyon. Je te parle pas de sauver le Suisse Basket. C'est un match. Après, Il c'est pas- faudra peut-être faire après le premier tour, faire un bilan peut-être. D'accord, mais après, l'autre question, c'est pourquoi le choix Nolan Berry? Quand tu vois que ton effectif est physiquement déjà court comme ça, pourquoi tu prends pas un Duromal qui est prêt à se prendre des coups à l'intérieur, qui est prêt à en donner aussi? Mais là, moi, franchement, quand je le vois, franchement, se ramasser Jankovic tout le match, presque à... C'est vrai qu'il est frêle. Hein. Entre guillemets, pleurnicher à chaque contact qu'il reçoit parce qu'il a mal, moi je me dis, quand tu as déjà un effectif qui est physiquement court, pourquoi tu vas pas, pourquoi par exemple un Tchèque Sané qu'ils avaient l'année passée, qui lui, il a beau avoir des mains peut-être un peu plus carrées que Nolan Berry, mais sur les contacts il bougeait pas. Donc ça donnait quand même un peu de solidité là-dedans. Un Endeuil, il a 39 ans. Tu le vois que sur le potentiel, sur le premier carton, il arrive à tenir quelque chose. Mais au bout d'un moment, physiquement, tu dois en plus, il manquait Ivanovic. Posons la question au coach. Ben voilà, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi alors ce choix de Nolan Berry alors que tu n'as pas d'intérieur impactant le physique. Ouais, ils se sont peut-être dit qu'ils connaissaient le championnat suisse, qu'il était peut-être pas trop cher, parce que est-ce qu'il a joué la saison passée? Oui, mais on n'est pas cher, qui donne des coups. Oui, mais ils se sont dit, bah ok, il connaît le championnat, ce qu'il avait fait à Lugano, c'était pas mal. Non, mais ce qu'il avait fait à Lugano, c'était Ouais, pas mal. malgré ses pépins physiques, ce qu'il a, mais dans un autre profil, à Lugano, il ne demandait pas de se prendre tout le monde dans les dents, tous les pivots adverses. C'était pas son rôle, là, Lugano. Ça, je me Tandis suis que là- posé la question un peu, comme tu dis. Puis après, moi, c'était ce Warden Amish. En fait, c'est vrai qu'il n'est pas non plus... T'as l'impression que c'est Joël Wolfisberg, en fait, physiquement. Pas loin. Je le moins pensais. athlétique. Moins il me athlétique, semble, ouais. mais moins, Je le voyais plus grand, moi. oui, moi aussi. J'étais surpris. Du reste, j'ai mis un moment pour le reconnaître. Je me suis dit, ah tiens, il joue pas, puis après j'ai dit, ah oh non, c'est lui en fait. Disons, entre les deux, oui, il aurait fallu en tout cas un qui va taper dedans. Ça fait doublon, hein. À la Tu limite, vois à les Wolfisberg, autres au moins, il aurait eu ce truc, on est ton petit, mais aller dans le tas. Il aurait été cherché, Wolfisberg. Mais voilà, moi c'est un peu les questions que je me pose. Alors certes, il y a la question de l'argent, ça sera le nerf de la guerre. Bon, c'est partout, C'est hein. clair. C'est pas. C'est pas clair. que là-bas. Moi, le souci, c'est bon, c'est pas que je vais pas dormir cette nuit, hein, mais la question que je me pose, c'est maintenant pour qui est ce projet? Pour qui est ce projet? Je vois pas un jeune dans cet effectif, à part Heyman, où je me dis, puis Heyman, c'est un coup de chance hein, qu'il joue cette année à Nyon, hein, parce qu'il n'était pas censé revenir, il n'était pas prévu à la base. Donc je me dis, s'il n'y avait pas ce type-là, moi je vois pas le mec, ou les 2 ou 3 mecs sur qui Nyon va miser sur la durée, quoi. C'est tout ce que tu avais comme question, maintenant encore. Non, c'est bon. À voir. Ah bon, ben là, ça va bien. On a fait le tour de ce match, les gars. La cave. Très bien. Bon, ben vu qu'on avait que 2 matchs à voir, on va passer à la mi-temps. La mi-temps, c'est l'heure de la rubrique de l'inspecteur d'Eric, qui a droit à son petit générique. Gueule. Alors, la rubrique d'Eric. Qu'est-ce que tu nous as trouvé Alors, Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois? Alors, Quelle situation? j'ai coupé 6 séquences, des séquences intéressantes, après certaines pour des précisions de règlement, d'autres pour un petit peu de la mécanique d'arbitrage pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment fonctionnent les 3 arbitres sur le terrain.
Et puis, ben, il y a eu une situation de faute antisportive. Et puis, ben, on va dire un contact fortuit. Et puis, ben, un goaltending. Donc, c'est des situations intéressantes. On rigole parce qu'il y a le trolleybus qui a traversé le... On avait s'envoler. Excuse-nous Eric, pardon. Oui, pas de souci. Alors, on va faire le premier clip, donc c'est une situation Tu de me marché. dis, ouais, tu l'expliques, puis après je lance. Ouais, donc c'est une situation de marché d'un joueur qui tombe, et puis ben, tu peux lancer Alors c'est parti. la vidéo, le clip. C'est le numéro 8 de Boncourt qui prend le ballon en tête de raquette, qui dribble, et puis son pied droit il glisse, il se dérobe, et puis il tombe, il se retourne et il fait une passe. C'est Kozic. C'est Kozic, merci. Ouais, je donnerai chaque fois le nom. C'est gentil, j'apprécie. Merci monsieur Sheeran, j'apprécie. Donc là, c'est le joueur qui tombe et avec le ballon dans les mains, donc sans dribbler, et c'est un marché. Ça, c'est une violation qui aurait dû être sifflée par l'arbitre de tête, donc l'arbitre qui se trouve sous le panier, ça n'a pas été le cas. Et puis, ben, dommage, c'est un coup de sifflet facile, c'est un marché. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un marché? Parce que dans la règle, on dit que si il ne bouge pas, je crois, hein, s'il ne bouge pas ses jambes, Il se retourne. mais ses jambes bougent, C'est son pas une haut du question. corps bouge. Le joueur qui tombe avec le ballon dans les mains, On demande des explications. c'est marché. Il y a la différence entre les joueurs qui plongent pour aller choper le ballon et qui glissent avec le ballon, ça n'est pas un marché. Mais le joueur qui driblait et qui tombe avec le ballon, c'est un marché. Si tu es par terre et que tu prends le ballon et que tu te relèves, c'est un marché. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marco? Ne t'énerve pas. Mais la sauce- Ah ouais, il est chaud bouillant. Il est chaud là. Je suis pas bouillant. Ah pardon. Je suis pas bouillant. T'es à deux doigts de me mettre une faute technique. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Le deuxième clip, Ah, alors on est reparti pour le on peut passer pour le deuxième clip. Bah, C'est- clic. Le deuxième clic, c'est tu peux lancer, c'est donc c'est Ah, une. t'expliques pas avant. Alors si tu veux. Non, je te pense comme tu veux. Ok, c'est le deuxième clip. Pas que je me trompe. Voilà. Ouais, Le deuxième trompe pas. clip, c'est le clip de c'est un peu de la mécanique d'arbitrage. Donc il y a 3 arbitres. C'est une faute qui est. Tu peux lancer maintenant. Merci. C'est une faute qui est sifflée par l'arbitre de queue sur Calazan, le 33 du BBC. Bon pour. Et puis c'est une faute intéressante parce qu'elle a lieu dans la zone restrictive, donc dans la raquette. Et puis c'est une petite faute sur le shoot. Et puis si on fait un arrêt sur l'image au moment où Calazan shoot, si tu arrives, Oh, mais je dois tout faire. ben oui, ben, si tu arrives. Ouais, Sur j'essaie. le ralenti, comme ça va moins vite. Attends, faut que je revienne en arrière. Attends. Voilà. Alors. Tu me dis quand tu es arrêté. Arrêtez sur la faute. Sur la faute, ouais, au moment de la faute. Sur la faute. Voilà. Alors, attends. J'essaie. Au moment où Calazan fait son jump shot en tête de raquette, Ouais. dans la raquette, pas en tête de raquette, dans la raquette. Calazan défend. Et puis, Il donne des coups de ventre, le monsieur en face. oui, non, mais ça, c'est pas ça l'important. Oh, je peux rien dire. Non, tu peux, mais c'est pas ça l'important. C'est de dire qu'à ce moment-là, c'est l'arbitre qui se trouve devant le banc de Boncourt, l'arbitre de centre, comme on l'appelle, qui doit, lui, prendre cette faute-là. Évidemment, il a le numéro 12 devant lui, donc il aurait dû faire un pas à gauche ou un pas à droite, latéral à gauche ou latéral à droite, de manière à pouvoir avoir vraiment la visibilité sur l'ensemble de l'action de shoot, puisque c'est sa responsabilité. C'est sa zone de prédilection. On voit qu'il est super loin. Hein. C'est pas une question d'être loin, il est juste où il est. Sur la ligne, il doit être à peut-être 50 cm dans le terrain, mais il aurait dû être, à mon avis, 50 cm plus sur sa droite, en bas, de manière à ne pas être gêné par le joueur numéro 12 de Nyon. Je trouve ça en nom du 12 de Nyon, Marco, s'il vous plaît. Oui, regardez, Dieu sait quoi. Non, il faudra regarder la Et puis, situation. pardon. Pour voir si je peux avoir une question. Et puis, Et puis. on voit que l'arbitre de queue, donc l'arbitre qui est contre nous, en bas de l'écran, attend de voir et ce qu'on appelle fait une aide à l'arbitre de centre en sifflant la faute sur le shoot de Calazan et donnant 2 lancers francs. C'est une excellente aide. Donc c'est l'arbitre de queue, en l'occurrence ici, qui est celui qui est tout près au bas de l'écran, c'est l'arbitre de queue, lui doit pouvoir aider si nécessaire. C'est son job. Et il le fait très bien en donnant cette faute et ces 2 lancers francs.
si on voit au ralenti, on voit bien que c'est vraiment, il fait une faute sur le bras droit de Calazan. Voilà. Marco, as-tu une question? Pas d'objection, M. Capello. Merci beaucoup. Maître Capello. Maître Capello. Ouais, maître, ça lui va bien. Oui, non, ça c'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pour ça que tu voulais dire. Alors, Non, l'action suivante, je vais la décrire, c'est ce qu'on appelle le pass and crash. Donc, sur une transition rapide, le joueur qui, en arrivant dans la raquette, voit un de ses camarades démarquer à gauche ou à droite, fait une passe et après entre en contact avec un défenseur se trouvant en face de lui. Il fait la passe et après il y a le crash. Et puis, si tu peux lancer c'est parti. la vidéo, donc c'est le numéro 8 de Boncourt. Quel nom? Allez, Schwarden. De Boncourt. Boncourt. Ah, de Boncourt. Ah bon. Excusez-moi. Il prend le ballon dans sa zone de défense et puis il est dans l'axe panier-panier. C'est une transition rapide. Et puis il voit Calazan qui est démarqué sur sa droite. Il fait la passe et après il rentre en contact, me semble-t-il, avec le numéro 3 du BBC Boncourt. Jeff Dufour. Avec Jeff Dufour. De Nyon. De Nyon, pardon. Merci. De Nyon, je vais y arriver. Et Ça vaut rien ce que je justement, l'arbitre de centre, donc celui qui a la responsabilité de la zone restrictive, donc du rectangle bleu, siffle le passage en force, donc la passe and crash. Et justement annule le panier que Calazan avait marqué, malgré les protestations de ce dernier. Comment tu expliques aux téléspectateurs Oui. Ouais. que pour nous, la représentation d'une faute offensive, donc celui qui prend la faute offensive, on dit chaque fois il doit être fixe au sol. Ouais, alors que là, il y a un Comment tu mouvement. expliques que là, il est en plein mouvement et puis que la faute, tu la valides offensive? Alors, il ne doit pas être statique. S'il est dans l'axe du jeu, donc il est dans le même sens que l'attaquant, il recule aussi. Il est en train de reculer, qu'il y a le contact. Là, c'est vraiment deux oppositions. Il attend son défenseur, le défenseur attend l'attaquant, il bouge un petit peu, il recule, oui, mais il est toujours à l'extérieur du demi-cercle qui se trouve dans la raquette. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon coup de sifflet, c'est vraiment une faute offensive, un contact après la passe and crash, donc on doit annuler le panier et on doit surtout siffler la faute. Parce que là, sinon, il est en train de reculer, il n'est pas en train de se mettre devant, il est dans le même axe que l'attaquant. Pour moi, ça c'est juste. Ça marche. Merci M. Bertrand. On passe à la suivante. Alors la suivante, c'est la faute antisportive. Alors, enfin, l'upgrade sur une faute antisportive sur un drive au panier. Elle n'a pas été faussive antisportive. Si, après, Si, oui. si, oui. Ah oui, elle a été. Sans- celle-là. sans L'upgrade, c'est concerter, l'upgrade, genre. c'est l'upgrade. Ouais. Alors, ici, typiquement, on voit Calazan qui prend le ballon en tête de raquette. Il fait la feinte de donner le ballon au 24. C'est qui le 24 de Boncourt? Le 24. Mais oui. Il lui passe, il fait sauver du Bon, passé. c'est pas grave. Ouais, c'est c'est pas pas grave. grave. Au 24 de Boncourt. Puis après, il décide de partir en dribblant main droite, driver au basket. Le numéro 2, qui était son défenseur direct, est en retard. Il est derrière. Au moment où Juste un seul lieu, excusez-moi. Juste à Saint-Lio, merci. Au moment où Calazan a pris le ballon avec les deux mains, donc finit son dribble, donc commencer l'action de shoot, le numéro 2 de Nyon lui prend le bras gauche et tient jusqu'à ce que ceci soit, que Calazan soit retombé au sol après la tentative d'action de shoot. À ce moment-là, l'arbitre de centre, c'est sa responsabilité, siffle la faute. Et puis, on voit l'arbitre de tête qui décide d'aller trouver l'arbitre de centre, lui demande de venir vers lui pour lui proposer, enfin pour upgrader la faute en faute antisportive. Pour moi, c'est typiquement juste parce que ce qu'on voit, c'est, certains vont dire il n'y a pas de panier facile, ok, mais là, je pense que, et puis moi je suis bien mis parce que je suis assis à la table de Marc, il lui prend le bras et il ferme la main dessus et il va vraiment de haut en bas. Donc il n'y a aucune intention de jouer le ballon, aucune. Parce que le ballon est dans la main droite de Calazan
et lui il est à gauche et il est derrière. Donc, pour moi, le fait d'avoir upgradé cette faute-là est tout à fait correct. Voilà. On me dit dans l'oreillette que le commissaire du match, suite à cette action, s'est énervé contre le speaker de Lyon. Je me suis... Y a-t-il des commentaires à faire là-dessus? Alors, tout à fait, je corrigerai. Je ne me suis pas énervé, je lui ai fait une remarque. Point. Bon, parenthèse fermée. Parenthèse. Je crois que c'était la dernière des actions parce qu'on en avait une à voir après. Hein. Non, Ah, il y en avait encore une. Il y en a encore une. Oh, autant pour moi. Oh là là, malheureux. Il y en a encore une. Désolé, C'est, je t'écoute. Dans les analyses de match, Marco disait tout à l'heure, tu me corriges hein, si je dis une bêtise, qui s'est fait casser la mâchoire Ouais, à gauche, à droite. C'est ironique. C'est ironique. Mais en l'occurrence, Il a dû perdre deux ça, dents, beau, surtout. ça a beau être ironique, mais il y a eu un contact, moi je vais l'appeler fortuit, entre C'est qui? Jankovic. Jankovic et le numéro 22 du Johan Berry. Johan Berry. Johan, parce que Johan c'est son cousin. Berry, Portis aussi, c'est plus vieux. dans le jeu en fin de match, je crois qu'il reste 2 minutes à peu près, je me souviens plus exactement. En fin de match, sur un jeu de poste bas, et les deux pivots se frottent un tout petit peu. Donc Jankovic reçoit le ballon en low poste, il est dos au panier, il décide de se retourner avec son pied de pivot, le pied gauche, et puis de partir en dribble, ligne de fond, main droite. Le défenseur, lui, anticipe bien, ferme la ligne de fond, donc ce qui oblige Jankovic à faire un reverse. Et au moment où Jankovic commence le reverse, le défenseur se couche un petit peu dessus, ce qui est la défense normale. Mais il prend un risque avec le haut de son corps. Et puis au moment où Jankovic fait le reverse, donc il prend le ballon, il fait le reverse, il se redresse, mais il est dans son cylindre. Et le défenseur est couché dessus, donc c'est lui, c'est le défenseur qui est dans le cylindre de l'attaquant. Et puis il y a un contact, tête contre mâchoire. Et puis, je peux vous dire qu'il s'est bien après le match. Ah ouais, c'est bien pris. Hein. Il s'est bien pris. Et puis, pour moi, c'est un contact fortuit de jeu. Donc, il n'y a aucune raison de siffler une faute. Soit au défenseur et surtout pas à l'attaquant. Surtout pas à l'attaquant. Et puis, un commentaire sur le fait que le jeu a été interrompu. Oui, c'est alors juste. que le joueur est déjà. Enfin, c'est mis lui-même dehors. Ouais, parce qu'il c'est extérieur. il est en train de compter ses dons, mais il est dehors. Quel est le point de règlement qui dit que voilà, est-ce qu'ils ont bien fait d'arrêter le jeu ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que l'arbitre doit faire dans ce moment-là? Au niveau du règlement de jeu, il n'y a aucune obligation d'arrêter le jeu par rapport à ça. D'accord. Puisque le joueur est dehors, l'équipe qui défend, et ma foi, elle est à 4 au lieu d'être à 5. Comment je vais dire ça? Pour moi, je vais le dire simplement, je vous donne mon opinion, ça n'engage que moi. Moi, je pense que c'est mieux d'arrêter le jeu à ce moment-là du match. Il reste 2 minutes, il y a 15 points d'écart, il n'y a aucune équipe qui sera lésée si on arrête. Ouais, puis on a encore le temps pour retrouver les dents. Psychologiquement, c'est bien d'arrêter parce que il y a un joueur qui saigne. Tout le monde regarde le joueur qui saigne, y compris le coach qui regarde le joueur qui saigne et puis ses camarades de jeu de Nyon sont aussi probablement un peu, je vais dire affectés, mais c'est peut-être pas le mot, mais ils sont plus focalisés sur lui qui est dehors du terrain que sur le jeu. Donc je pense que c'est bien d'arrêter. Si ça arrive à 10 secondes de la fin, la dernière... 71-72. Le règlement il est clair. 72-72. On ne doit pas arrêter le jeu. Sauf si le joueur qui est blessé est dangereux, est dans une situation... Est par terre dans une... Il peut être par terre en zone d'attaque, on s'en... Passez-moi l'expression, on s'en tamponne. S'il est dangereux pour le jeu, on doit arrêter. En l'occurrence, il n'est pas dangereux puisqu'il est hors du terrain. Donc, c'était pas nécessaire d'arrêter. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, maintenant on a fini. Il restera un clip pour après le match. Le prochain match. Le prochain Alors, merci bien, Eric, à dire des avis pour Monsieur Berry. Bon, il nous reste un match à regarder. On va commencer par les statistiques. Le deuxième match, c'est Union Neuchâtel Fribourg Olympique.
On réveille la cave parce qu'il me semble qu'il y a un petit moment qu'il est en stand-by là, hein, la lumière rouge qui Ça n'intéresse pas ce que je Il te suit. Il te Ouais, suit. ouais, ouais, ouais. C'est trop clair, c'est pour ça. Il est au taquet. Alors Julien, on t'écoute pour les statistiques de ce match entre Neuchâtel et Fribourg. Alors, Neuchâtel-Fribourg, match qui s'est terminé sur le score de 59-68, avec seulement 22 points marqués à la mi-temps par Neuchâtel. Différence au niveau des rebonds en fin de match, 29-36. Niveau des assists, c'était assez proche, 14-18. Par contre, une grosse différence au niveau des lancers francs, parce que Neuchâtel n'en shoot que 8. Et que Fribourg termine avec 15-22 au lancer franc, dont 11 tirés par le seul Garrett. Sinon, Colomb termine avec 25 minutes 17 points, et c'est le seul joueur de Neuchâtel qui dépasse les 10 points lors de ce match, parce que Taylor, qui est censé mettre beaucoup de points, termine qu'à 7 points ce jour-là. À Fribourg, gros match de Jackson, comme d'habitude, dans les mêmes standards que d'habitude, 18 points, 4 rebonds à 63% au tir. Gravet, qui termine son match avec ses 32 minutes, 0 points, 0,7 au tir. Match plein par contre de Maurice, je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est arrivé. Il termine avec 12 points, 11 rebonds. Et Garrett qui termine avec ses 25 minutes, 17 points, 4 rebonds, 4 assists. Mais qui ne score que 4 de ses 11 lancers francs. Donc il en prend 11 sur les 22 de l'équipe. Il arrive à provoquer 8 fautes en 25 minutes. Voilà si on est au niveau des stats. Merci bien. Alors, c'était le main event que tout le monde attendait. Ouais. Ça a été un peu une déception, hein, pas se cacher. Ouais, parce que c'est vrai qu'on s'est dit qu'Union allait passer. Hein. Ouais, mais je crois qu'on a aussi oublié le contexte de ce début de saison et puis que c'est tellement un début de saison particulier. Les attentes étaient peut-être un petit peu trop élevées par rapport à une deuxième journée de championnat. Il ne faut pas oublier qu'on est au tout début on va aller faire la remarque avant qu'on Lyon, c'est leur premier match. Là, en l'occurrence, c'est le deuxième match. C'est déjà un match de plus. Oui, c'est un match de plus. Puis, Fribourg avait déjà joué deux de plus, mais on sent encore des effectifs qui se cherchent et des effectifs qui ont quand même pas mal changé à l'intersaison. Et puis, on ne peut pas non plus demander un jeu huilé comme on pourrait le demander au mois de mai, on touche du bois. 2023. 2023-2024. Mais voilà, on ne peut pas demander un fond de jeu cohérent comme si ça en était à 2 jours des playoffs. Maintenant, voilà, ça a été quand même une déception visuellement parlant parce que c'était un match poussif. Tu me dis que je peux lancer le premier cas. Vas-y. Mais à ce petit jeu, jeu, je pense que le match, il a quand même tourné à l'avantage de Fribourg. Ce petit jeu, ça veut dire un match ultra défensif. Or, on peut dire défensif, maladroit. Mais je pense que quand tu vois les deux effectifs, c'était plus un match qui correspondait au standard de Fribourg au niveau de l'impact physique et défensif par rapport au jeu que Neuchâtel a l'habitude de mettre sur beaucoup de transitions, beaucoup de jeux rapides. Quand tu fais un choix de meneur comme Brian Colomb, tu peux pas demander que ça soit une équipe qui soit fort sur du jeu mi-terrain, surtout quand tu as aussi un Taylor à côté. C'est vraiment une équipe qui a besoin de courir, qui a besoin de trouver des jeux de transition, des points faciles. Et puis c'est pour ça que je dis, voilà, à ce jeu-là, je pense que l'équipe d'Aleksic a plus tiré son épingle du jeu. Si on regarde en premier carton, vraiment, je trouve la première idée de Neuchâtel, c'était vraiment de mettre du rythme au match. Ils ont essayé, ils ont par des défenses, ils ont eu 2-3 situations de fast break. Au premier carton, ils ont eu des paniers faciles. Le premier carton de Fribourg, il est très reposant sur leurs 3 Américains. Les 3 qui scorent, à part 2 lancers francs de Hart, c'est Jackson, Morris et Garrett. En gros, ils sont dans le match grâce à ça. On n'a pas senti une équipe de Fribourg, les joueurs suisses de Fribourg ont été quasiment inexistants de nouveau sur ce match-là. Ils sont vraiment autant que les Américains de Neuchâtel. Voilà. Maintenant, le problème de ça, c'est que
pour moi, il y a eu deux situations, j'ai appelé les blackouts, mais complètes de Neuchâtel. Ils ont eu un blackout après 6 minutes de jeu où les gars, ils ont plus scoré. Ça veut dire qu'il n'y avait vraiment plus rien. Ça veut dire que sur 6 minutes de jeu, il y avait eu 0 point. Donc ça veut dire qu'ils n'ont vraiment rien fait offensivement. Des shoots de loin, beaucoup de shoots de loin. Un Merkel Frey qui a vraiment de la peine sur ce match-là à être dedans. Toujours ce jeu un peu dos au panier. Il avait Gravet sur le dos, il a eu de la peine à s'en sortir face à Gravet. Vraiment un premier quart, alors c'était pas joli des deux côtés, ça se valait, mais pour moi, un gars qui a fait une grosse différence sur cette première mi-temps, tu l'as dit, c'est Maurice. Maurice, sur la première mi-temps, ancien de Neuchâtel l'année passée, il leur a fait un peu une mauvaise... Ah, puis merci pour ce seul à Neuchâtel, on a enfin eu une fracture de la rétine. Je t'avais dit, hein. C'est quand même plus agréable, hein, parce que la fracture de la rétine avec ce terrain vert, là, on en avait marre. Mais c'était plus agréable visuellement parlant. Mais voilà, ce blackout de Neuchâtel, moi je trouve qu'il correspond quand même aussi à ce qu'on a vu à Boncourt, c'est que du moment que Brian Colon sort du terrain, alors Brian Colon il n'a pas été irréprochable sur ce match-là, sur sa gestion, mais l'avantage qu'a Brian Colon, c'est qu'il maintient l'équipe à un certain rythme. Et chaque fois que tu regardes Neuchâtel avec Brian Colon, la balle, elle est quand même beaucoup plus vivante que quand il y a Céline Fofana qui est sur le terrain. Il dribble beaucoup. Ouais, il dribble énormément Céline Fofana. Moi, j'ai un gros doute sur Céline Fofana là maintenant. Vraiment, franchement, ce mec, je le vois pas forcément à la main. Je le vois peut-être poste 2, capable de faire quelque chose sur l'aile, mais à la main, comme tu dis, je trouve qu'il porte beaucoup de ballons. Alors Brian Colon, c'est quelqu'un qui aime bien le ballon aussi, mais il a un peu plus de rythme quand il est sur le terrain. Colon Cray, il est toujours dangereux. Dès qu'il est sur le terrain, il est dangereux, il a le ballon, il est dangereux. C'est un des rares Suisses qui arrive à créer réellement quelque chose. Hein. Ouais. Et puis justement, moi, ces 6 minutes sans scorer, c'est vraiment le run où Fofana est à la main. Ils sortent de ça en ayant un shoot à 3 points de Kylian Martin. C'est Kylian Martin qui marque le shoot. Je ne suis pas sûr que ce soit l'option numéro 1 de Neuchâtel sur les shoots de longue distance. À part ça, il est d'une adresse diabolique depuis le début du championnat. Et là, il est de nouveau à 100%. Il a 22 points à 100%. Il a 22 points depuis le début du championnat. Marqué, il n'a pas loupé un shoot, les gars. Quoi. Donc pour l'instant, c'est assez une valeur sûre. Et puis le deuxième, c'est un shoot d'Elliot Kubler. Aussi, alléluia, à la fin des 24 secondes, envoyé je sais pas trop comment, puis qui est tombé dedans. Donc même là, on sentait un Neuchâtel fébrile, mais le problème c'est que Fribourg sur ce match-là était tellement prenable que même sur 6 minutes, 7 minutes de blackout, ils n'ont pas réussi à s'échapper. Alors il y a eu un run de Fribourg grâce justement à Maurice. Maurice, qui tu as dit qui a scoré 12 points, mais Maurice, je ne suis pas d'accord sur le fait que tu dis qu'il a été impactant tout le match, il a été impactant en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, Maurice, on ne le voit quasiment pas. Pour moi, Pour moi, il y a eu un gars à la première mi-temps, c'était Maurice, un gars à la deuxième mi-temps, c'était Garrett. Ça a été les deux valeurs sûres de Fribourg sur ce match-là. Alors, je ne crois pas avoir dit qu'il était impactant tout le match. C'était son match le plus plein depuis le début de saison. Match plein quand tu as joué qu'une mi-temps. En tout cas, si je compare par rapport à ce qu'il a fait avant. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose les deux premiers matchs. Après, il n'y a pas eu grand monde non plus, à part ça, qui a ressortir du match non plus, il faut dire. Donc, si tu dois ressortir des noms, mis à part Jackson qui ressort chaque semaine. Garrett qui ressort aussi régulièrement parce que c'est un joueur qui va faire beaucoup de stats finalement, un temps de jeu sont comme assez limites. Maurice, il a quand même fait quelque chose de solide. Après, pour revenir sur ce que tu disais avant, alors effectivement les 6-7 premières minutes, Neuchâtel sur de la chance, sur certains paniers, sur le fait d'avoir pu accélérer sur certaines situations et pris Fribourg un petit peu au dépourvu ou de vitesse. Ils ont réussi à mener, je crois, de 4 points ou 6 points, quelque chose comme ça. Fribourg Neuchâtel. Neuchâtel, ouais, oui. Et ensuite, Fribourg, il y a comme quelque chose, et je pense que c'est la force de Fribourg, c'est que Fribourg a une capacité à diriger le rythme d'un match, je pense, supérieure à tout le monde en Suisse. Ils ont cette chose qui est quand même la marque des grosses écuries, c'est que le jour où tu n'es pas bien offensivement, tu te reposes sur une défense.
Et là, ça s'est clairement vu parce qu'ils sont pas bien. Hein. Je pense que Neuchâtel, c'est une équipe, un peu comme Massano la semaine passée, qui ne sera pas forcément évidente à jouer parce qu'ils sont un petit peu atypiques, ils ont quelque chose qui peut bien les porter. Fribourg, autant la semaine passée, ils n'ont pas réussi à faire la chose, que cette semaine, pour avoir Neuchâtel, c'est ce qu'il faudra faire un peu tout le long, c'est ne pas les laisser courir, ne pas laisser d'espace. Ils ont bien pu le faire cette fois. Du moment où Fribourg gère le rythme du match, en général ça va être tout bon pour eux, et ils ont justement, je trouve, cette équipe, cette façon de faire, et ça a toujours été d'ailleurs la marque de Fribourg, un peu ces grosses équipes comme tu dis, à être capable, 9 fois sur 10, je pense que le rythme du match est donné par Fribourg. La grosse faillite aussi de Neuchâtel, et ça c'est pour conclure sur ce deuxième carton, c'est le jeu intérieur. Ils ont été incapables de marquer 2 points. Transparents les deux étrangers. Kiné et puis Guiden. J'ai des gros doutes sur Guiden. Kiné, tu vois que si on va sur le troisième carton, au début du troisième carton, il y a du mieux. Il y a du mieux dans la fluidité de Neuchâtel, dans l'envie de se passer la balle, dans l'agressivité des joueurs. Ce qui fait que sur quelques situations au début du troisième carton, ils arrivent à le trouver, Kiné. Kiné, il arrive à marquer, je crois qu'il marque 7 points, 6-7 points. Il les marque à ce moment-là. Ces points, il fait 2 2-1, je crois, et puis voilà. Mais ça coïncide avec un mieux collectif. C'est-à-dire que si du moment que tu as un jeu qui est trop brouillon ou qui est trop statique de la part de Neuchâtel, ils ne vont pas réussir à trouver, ils n'ont pas les intérieurs où tu peux leur faire la passe et ils vont eux-mêmes réussir à se créer la chose. Un Kiné, c'est quelqu'un qui a besoin de la balle après pick and roll avec de la vitesse pour aller marquer. Et Guiden, pour moi, c'est pas du tout un joueur offensif. Alors, j'avoue, moi, je voyais les choses un petit peu différentes à Neuchâtel au départ. J'imaginais que Guiden allait sortir du banc pour jouer ses 15-18 minutes, pour être ce joueur avec les bras énormes, qui aurait fait un peu le job qu'on a vu la semaine passée de la part de l'intérieur de Massagno, sur un temps d'une quinzaine, 20 minutes. Et par contre, je l'ai vu justement Kiné dans le 5 de base. C'est vrai que c'est surprenant, hein, c'est surprenant. Après, est-ce qu'il se dit que dans le 5, dans les 4 autres, il y a assez de talent offensif pour pouvoir avoir un joueur défensif à l'intérieur et puis avoir Kiné qui sort du banc pour pouvoir donner une impulsion aux second units qui sortent du banc, ça c'est possible. Bon, mais que le jeu qui prône, à la limite, ça pourrait se comprendre, ce qu'il recherche. Après, ça va peut-être prendre un petit moment, mais c'est vrai que les deux intérieurs de Neuchâtel sont des jeunes intérieurs. Après, tu as Humphrey qui peut se décaler et qui peut jouer 4, que voilà, il a passé un petit peu à côté là. Mais c'est vrai que Kiné a plus le profil d'être un joueur qui rentre au début du match. Ça ne change pas le fait que Neuchâtel, franchement Neuchâtel, quand tu regardes le troisième carton, tu te dis au bout d'un moment, Fribourg est tellement dans les cordes tu te dis, les gars, ils vont passer ils vont faire un coup de massue à Fribourg, ils vont réussir à avoir 2-3 situations de contre-attaque, de shoot qui vont enfin rentrer et ils vont passer devant. Ils sont passés devant de 1 point. Fribourg revient avec un shoot complètement Inch'Allah de Robert Zinn qui t'envoie, il y a un missile qui finit avec la planche à l'intérieur, puis tu te dis c'est ça qui maintient Fribourg. On vit après, tu as Marquis Jackson qui a repris un peu le flambeau comme il a l'habitude de faire. C'est un gars. Sur le troisième carton, quatrième carton, il fait souvent une différence, Marquis Jackson. Il met 2-3 shoots toujours qui plombent le moral adverse. Mais on a vraiment l'impression que Neuchâtel, sur les phases où ils pouvaient mettre Fribourg sous l'eau, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à mettre ce panier décisif. Il y avait une perte de balle. Je crois qu'il y a 4-5 minutes où les gars, de nouveau, un deuxième blackout, où ils ne marquent pas pendant 5-6 minutes. Et le pire de ça, c'est que Fribourg ne marque pas non plus, ou quasiment rien. Et puis ça se joue à 2-3 points. Mais là, ils ont vraiment perdu l'occasion de gagner le match. Je pense que c'est sur ce troisième carton. Parce que Fribourg était vraiment en difficulté. Pour vous dire, Neuchâtel, tout ce qui n'est pas rentré avant est rentré durant ces 4-5 minutes.
parce qu'ils ont scoré 6 ou 8 points, un truc Mais comme c'est ça. là où ça a C'est mieux plus bougé difficile, aussi. totalement. Mais ça a mieux bougé aussi. Donc Ils sont arrivés en étant un petit peu plus, je trouve aussi, un petit peu plus tonique sur le terrain, un petit peu Oui. plus... Bah, je pense qu'il y a quand même eu une remontrance de Goethals dans les vestiaires. Mais le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Et puis au 4e carton, il y a eu le chantier de Garrett. Garrett, il a fait un chantier au 4e carton, où là, contrairement à Neuchâtel, qui commençait de plus en plus à dépendre que de leur shoot, parce qu'un Taylor a été complètement fantomatique. Taylor, il marque 7 points, je crois. Et dans les 7 points, il y a 4 points dans les 3 premières minutes du match. Donc ça veut dire que sur le restant du match, il est quasi inexistant. Mais pour que ce mec il survive, pour moi, il faut qu'il y ait du rythme. C'est pas un gars qui sur jeu posé va pouvoir te mettre 30 points, Taylor. Par contre, sur des jeux de transition où il peut courir, où il peut finir en lay-up, comme il l'avait fait un peu contre Boncourt, c'est là où ce joueur est intéressant. Et là, le problème, c'est que bravo à Fribourg sur ce point-là, c'est qu'ils les ont fait déjouer. Ils les ont fait déjouer, alors ils sont très forts pour faire ça. Bravo à eux, et de nouveau, Fribourg, on le répète, moi, ils ne m'ont pas rassuré du tout sur ce match-là. Mais offensivement, Neuchâtel finit le match à 59 points. Tu peux jamais gagner un match en moins de 60 points. C'est pas possible. Surtout pas contre Fribourg. Et surtout, tu peux pas avoir un blackout de 15 minutes sans marquer un panier. Parce que si tu additionnes le deuxième carton, fin du premier carton, deuxième carton, et puis les 6 minutes du troisième carton, il y a 16 minutes dans le match où les gars, ils se trouvent pas un panier. Donc, contre une équipe de Fribourg, tu peux juste pas. Mais par rapport à ce que tu as dit avant au niveau du rebond, à la fin du troisième quart, Fribourg avait un rebond de plus que Neuchâtel et il termine le match avec 7 rebonds de plus. Ouais. Mais moi, la grosse différence qu'il y a eu, c'est qu'ils ont réussi, sur la fin de match, Fribourg a réussi à trouver Garrett pour des points faciles. Il y a eu un alley-oop, il y a eu 2-3 fois où Garrett il est parti, il a fait un 2-and-1. Vraiment, ça a été vraiment la décision sur un match où les extérieurs n'arrivent pas à planter un panier parce que Brian Colon il a marqué 17 points. Mais de nouveau, c'est ces 17 points où tu te dis. C'est compliqué. Brian Colon, il a quand même un match assez compliqué, mine de rien. Il marque 17 points, il s'en sort. Mais moi, je trouve pas qu'il a été impactant dans le match, Brian Colon, sincèrement. Donc voilà, c'est de nouveau ces styles de scoring où tu te dis, bon, il a marqué 17 points. Bon, au final, quand est-ce qu'il a marqué ses points, quoi, tu vois. Mais voilà, moi, 2 équipes qui m'ont pas rassuré. Neuchâtel, heureusement qu'ils sont allés prendre ce match-là à bon coup parce qu'ils auraient pu se trouver à 0-2. Mais voilà, pour deux grosses écuries du championnat, on a trouvé quand même un match moyen, quoi. On va pas se cacher. Hein. Oui, effectivement, le match était assez moyen dans le fond. Après, voilà, moi ce que je relève toujours, c'est que Fribourg, malgré tout, ils maîtrisent leur sujet. C'est eux qui mettent le rythme du match. Et puis aujourd'hui, ça suffit. Alors après, il faudra certainement trouver plus pour la suite, mais aujourd'hui, ça suffit. Mais avec un Neuchâtel un tout petit peu meilleur sur ce match-là, ils auraient gagné. Parce que les erreurs qu'ils ont fait sur quand ils ont pris des rebonds défensifs, ils ont voulu relancer vite, ils ont perdu la balle, après Fribourg, juste après, marquer un 3 points. Enfin, c'est vraiment même en étant pas bon, ce match-là, ils auraient dû gagner. Franchement, ce match-là, ils auraient dû gagner. Surtout que faillite complète des joueurs suisses de Fribourg. On n'a pas vu Robert Zinn, on l'a vu sur ses 2 shoots, Inch'Allah. Il y avait une rumeur de blessure de Arnaud Couture. Tu vois qu'Arnaud Couture sur ce match-là, il n'est pas forcément au taquet. Ouais. T'as notre ami Gravet qui, malgré son travail défensif, qui a été bon sur Markel Humphrey, mais offensivement, il a quasiment rien apporté. Vraiment, ce match-là a été gagné par les étrangers de Fribourg. Mais tu vois, par ça, ce que je relève aussi, c'est que ce que tu as dit sur Gravet, alors Gravet qui fait quoi, 32 minutes 0,7 au tir. Ouais. Après, tu as parlé de Couture, qui avait fait les mêmes stats contre Genève, et qui, en ayant passé à côté, n'a pas été mauvais pour autant. Et Gravet, qui au final, lui aussi, avec son 0,7 au tir et ses 0 points en 30 minutes, 32 minutes, il n'était pas horrible non plus.
Non, Fribourg il a est- apporté quelque chose. En fait, Fribourg est une équipe, actuellement c'est la seule que je vois comme ça, où un joueur peut jouer 30 minutes en mettant 0 points, sans être à poids, parce il va apporter quelque chose d'autre. Ouais, et puis on a toujours ce sentiment à Fribourg qu'ils jouent tous à un moment différent. C'est le 4e match qu'on voit de Fribourg, ils ont chacun un moment. Là, on a vu Maurice, première mi-temps, Sean Barnett a été Monsieur Fantôme de nouveau dans ce match-là. Marquis Jackson, qui lui est le plus régulier dans le match, même s'il a une tendance à pas se faire voir en première mi-temps ou très peu. Et là, c'était Brandon Garrett qui a pris le flambeau. Mais vraiment, on a de la peine depuis le début du championnat de voir un Fribourg collectivement conquérant où 2 ou 3 joueurs sont performants ensemble sur le terrain. C'est vraiment sur des moments où c'est chaque fois un joueur qui prend. Et ça, sur un moment donné, à mon avis, ils vont être courts à ce niveau-là, s'ils n'arrivent pas à trouver un lion dans le match collectif. Mais moi j'ai une question. Comment on peut expliquer un peu la déroute des joueurs étrangers de Neuchâtel? Parce que ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit un peu en dessous, mais là, c'est mon avis. Hein. J'ai vu les 4, c'était le néant total. Alors, moi, je pense que, alors, si on les prend un par un, Vernon Taylor, pour moi, c'est quelqu'un qui doit jouer avec un rythme. Comme je l'ai dit avant, là, le problème, c'est que Neuchâtel n'a pas pu courir du match. Quasiment, à chaque fois, été obligé à jouer sur mi-terrain. Donc, pour moi, un gars comme Vernon Taylor, c'est un gars, et puis il ne faut pas oublier que la semaine passée, respect pour Kozic et Fongue, il avait Kozic et Fongue sur lui. Et là, il a eu Sean Barnett. Athlétiquement, c'est autre chose. Physiquement, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il a été un petit peu plus en difficulté là-dessus. Moi, En Taylor, plus de il y a ça- juste une chose encore, c'est que quand je le vois, il y a 2 fois en tout cas j'ai en tête où il reçoit le ballon sur des situations d'isolation, chaque fois en tête de raquette, il pose son dribble en reculant Ouais. pour après essayer de jouer sur un contre 1. Donc pour moi, ça démontrait que Neuchâtel n'arrivait pas à poser ce qu'il voulait ou à jouer comme il voulait. Puis finalement, mais je crois en fait même une fois Colomb, une fois lui, mais en début de match, peut-être sur les 4 premières actions, les 2 actions, c'est déjà ça. On leur donne la balle, puis finalement tout le monde s'écarte, et puis vas-y mon gars. Merkel Humphrey, il se loupe, il se loupe à 2 sur 9 au shoot, souvent il a eu de la peine à faire une différence physique. Mine de rien, je pense quand Paul Gravet à Merkel Humphrey il y a 2-3 saisons, il aurait quand même pu faire plus. Là, on a quand même senti le gars qui était fatigué, il a beaucoup joué, même peut-être trop. Mais voilà, beaucoup en difficulté, beaucoup à jouer dos au panier, à dépendre de son shoot, peu impactant. Après, ça reste Merkel Humphrey, ça reste quelqu'un d'important sur le terrain. Mais voilà, je pense que Merkel Humphrey s'est juste loupé. C'est un match où il s'est loupé. Kiné, pour moi, c'est l'intérieur qui a le plus de mains. Mais sur ce match-là, il a vraiment été en difficulté sur la longueur de Brandon Garrett. Je pense que c'est quelqu'un qui aime pas trop avoir des gronds sur lui. C'est pas un gars monstre athlétique, pas un gars qui saute beaucoup. Donc des gars longiligne, ça peut être vite compliqué pour lui, je pense. Et là, on a vu sur ce match-là qu'il a souvent été manqué de réussite dans ses balles dessous. Et Giddens, pour moi, il a un problème de niveau. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'il lui demande. C'est un rookie. Mais on voit qu'il est Il faut qu'il s'adapte. s'adapte, hein, peut-être. Il a essayé de dunker sur un type, là, il a voulu partir à l'autre bout de la raquette pour lui dunker dessus. Mais même, tu vois que offensivement, il n'a pas beaucoup de mains. C'est un gars qui va finir les actions si vraiment Taylor fait venir son défenseur dessus et puis lui il va le dunker. Et ça va être spectaculaire parce qu'il va dunker, tout le monde va être content. À quel moment le jeu roule et puis que ça va vite et tout ça, ça va pour Giddens. Mais c'est vrai qu'il a des limites. Offensivement, il a des limites. C'est un joueur qui est avant tout défensif, contreur, qui va marquer sur une coupe, il va recevoir la balle, sur un pick and roll ou des petites choses comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui peut jouer vraiment sur du jeu posé. Et moi, je contre trouve Fribourg. moi je trouve qu'ils sont faits physiquement bouffés. Et puis Eric dit quelque chose là-dessus, il dit Giddens, il a eu 0 faute provoquée, mais moi je vais encore plus loin. Neuchâtel a shooté 8 lancers francs. Neuchâtel a eu que 8 lancers. Sur un match où tu as des difficultés à scorer, si tu vas pas attaquer le panier pour avoir des paniers en guillemets faciles, on parlait de Brandon Garrett, il en a shooté 11 quand même.
C'est-à-dire que rien que Brennan Garrett, on a shooté 3 de plus que la totalité de l'équipe de Neuchâtel. Donc là, à mon avis, sur ce match-là, il y a eu un problème de percussion et puis un problème d'agressivité de la part de Neuchâtel. Et à mon avis, ils se sont fait un peu bouffer physiquement par Fribourg. Mais à part ça, Kiné, dont tu parlais avant, moi je me pose des questions un peu sur lui, pas sur son niveau, mais j'ai l'impression que c'est le joueur le moins bien utilisé des étrangers qu'ils ont. Il a un peu mis en arrière-plan, mais c'est pas le joueur, justement, je pense qu'il y aurait cette qualité pour, comment dire ça, en étant en deuxième plan, comme pourrait faire Giddens par exemple, en 7, 8 ou 10 minutes, faire son petit truc. Moi je pense que c'est un problème d'équilibre. Oui, moi, c'est un équilibre d'effectifs et c'est pour ça que Giddens il commence les matchs contrairement à Kiné à mon avis. Peut-être. Bah, du reste, on a vu que quand c'est Kiné qui a commencé le troisième carton, ça a été beaucoup mieux. Donc, à mon avis, à ce moment-là, il y a aussi des tirs qui sont rentrés un petit peu, un peu par chance. Mais tu sais, dans le basket, on dit, hein, si tu es pas agressif, si tu es pas dedans, les paniers ne rentrent pas. Donc, c'est un tout. À part ça, quand on regarde un peu plus les stats, donc sur les 17 fautes provoquées de Neuchâtel, donc c'est une habitude, il y en a 6 de Colomb en 25 minutes, et Kiné en provoque aussi 6 en 24 minutes. Donc en fait, 12 des 17 fautes provoquées sont par ces deux joueurs, qui totalisent 49 des 200 minutes. On a fait le tour? Yes. On a fait le tour. Bon, il nous reste la petite partie de la rubrique de l'inspecteur d'Eric. Il avait une petite situation durant ce match à nous proposer. Oui, alors, tu présentes la situation et tu me dis que je peux... Oui. Alors, j'essaye de me régler. C'est en fin de match, il reste 1 minute à jouer. C'est ce qu'on appelle un goaltending, donc une intervention illégale d'un défenseur sur une balle qui se trouve au niveau du panier. Donc voilà, tu peux lancer. Donc Taylor, le top scorer de Neuchâtel, passe le ballon à numéro 10, Brian Colomb, qui décide de partir en dribble contre le top scorer Jackson de Fribourg Olympique. Ah, il a pris des notes. Ah, j'ai pris des notes. Ouais, j'ai sorti le gros stylo. Il va connaître tous les joueurs. Il sera ici très la vie quand il sera commissaire. Et une faute est sifflée sur le drive, donc une faute de Jackson sur Colomb est sifflée. Et puis Colomb lâche le ballon. Le ballon touche le panneau, puis il est stoppé, chassé par Garrett de manière illégale. Pourquoi illégale? Parce que le ballon a touché le panneau, et une fois qu'il a touché le panneau, pour autant qu'il soit en phase montante et au-dessus du cercle, ne peut pas être stoppé, ne peut pas être chassé. Et puis, si vous regardez, donc la faute est sifflée par l'arbitre qui se trouve au bas de l'écran, l'arbitre de centre, justement, qui lui, son job, c'est de regarder ce qui se passe après. L'arbitre qui est sous le panier, lui, il doit regarder ce qui se passe dans la raquette, donc c'est pas sa responsabilité. Mais l'arbitre de queue qui se trouve tout à gauche de l'écran, on le voit après, il fait le signe avec son bras droit, le ballon monte. Et puis, manque de concentration de cet arbitre-là, qui a la responsabilité de dire si c'est goaltending ou pas, puisque pour moi, c'est clairement un goaltending, le ballon ayant touché le panneau. C'est une erreur de l'arbitre de queue, j'en ai discuté avec lui. C'est pour ça que je peux me permettre de le critiquer. Et puis en plus, c'est un poète. Donc... Pourquoi les autres pas? Les autres, c'est tous des poètes. D'accord. Tous des poètes. Mais il y a des... Je pense que c'est une question comme ça. Il y a des affinités qui sont différentes, on va dire ça comme ça. Donc, par rapport à ça, l'arbitre de queue a commis une erreur qu'il a reconnue après avoir regardé la vidéo. Mais, encore une fois, il a bien vendu sa cam, si vous me permettez l'expression. Personne n'a rien dit. Sauf l'inspecteur d'Eric qui a vu ça. Ah ouais, il l'a aussi vu après parce qu'on lui a fait la remarque. Ça se perd des critiqueurs au bord du terrain, ça se perd. Il y en avait assez. Voilà typiquement un goaltending, et puis c'est pour vous montrer que ça peut arriver. Ça ne devrait pas, mais ça peut. Voilà. On récapitule les résultats du week-end. Alors, Union Neuchâtel, Fribourg Olympique 59-68. Le BBC Nyon qui perd à domicile face au BC Bancourt 75-94. Vous avez le classement sous les yeux. Bon, le classement, il est un petit peu boiteux, parce qu'il y a quand même 4 équipes qui n'ont pas commencé le championnat. On espère pour elles qu'elles vont commencer avant Noël. Mais vu les temps qui courent, on ne sait pas à quoi on va.
Ben, c'est le moment de proposer également la prochaine journée de SBL. Donc le samedi 24, on devrait avoir droit à 3 matchs. Boncourt face à Star Wings, le BBC Nyon face à Fribourg Olympique, le BBC Montéchablais face au Lion de Genève. Et le dimanche, Massagno face à Union Neuchâtel. Marco, Premier match, c'est. le premier match. Tu les donnes et puis moi je les commente. Parce que je les ai pas en tête. Ah, pardon, BC Boncourt Star Wings Basket. Bah, c'est intéressant parce que Star Wings, on les a toujours pas vus. Peut-être qu'on les verra pas encore, on sait pas. Alors, eux, ils ont eu des problèmes Covid. Hein. C'est eux qui avaient eu des problèmes Ouais. Covid. C'est pour ça que ça avait été annulé. Ben, c'est 10 jours c'était ouais. 10 jours de quarantaine. Donc ça fait déjà le deuxième match, donc là, Ça, logiquement. Normalement, ça devrait être bon, mais Normalement, oui, le bah. médecin cantonal qui place les équipes, le médecin cantonal balois qui a placé l'équipe en quarantaine, donc maintenant ça devrait être bon. Mais quand on dit placer l'équipe en quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Bah, normalement pas. Voilà, donc quand même, hein, c'est 2 semaines sans entraînement. Ouais. C'est énorme, hein, c'est énorme sur une prépa. En plus qu'ils n'ont pas eu de rythme, ils n'ont pas encore joué. Boncourt, eux, pour l'instant, sont épargnés par ça parce que les équipes contre qui ils ont joué et puis eux-mêmes n'ont pas été touchés par le Covid pour l'instant, on touche du bois pour eux, mais eux sont déjà dans un rythme championnat. Donc ça, à mon avis, Sur ça une bonne va- dynamique. ça va jouer sur une bonne dynamique avec 2 bons matchs. Mine de rien, un match qu'ils ont failli prendre à Neuchâtel. Je pense que Boncourt part à ce niveau-là favori. Surtout que le problème, c'est que Star Wings, on a dit qu'on était intéressé Ouais, à à les voir ce voir, que ça donnerait. à ce ouais. que ça donne. On sera intéressé. Moi, je serais très intéressé de cliquer sur le lien de ce match samedi. Ah, tu vas Mais, regarder le direct, celui-là? Je pense pas. Mais c'est par problème, c'est pas par choix, c'est que j'ai pas le temps. Mais moi, rien que pour le point d'interrogation de Birstal, je dirais Boncourt. Star Wings. Ouais, bah, ça restera Birstal pour moi. Ah, Bah, disons, Boncourt a déjà un avantage pour moi, c'est que par rapport au Star Wings, c'est qu'ils ont quand même 2-3 joueurs qui connaissent bien le championnat. Et surtout à l'intérieur, ça sera, je pense, le gros avantage de Boncourt en général quand ils joueront, c'est qu'ils sont 2 intérieurs qui connaissent parfaitement le championnat. Après, ça reste un match piège parce que C'est vrai. Bâle a pu observer Boncourt Oui, en ayant des vidéos, en regardant ce qui se passe, comment ils jouent, tandis que Bâle, c'est complètement le fou L'inconnu. total, l'inconnu. Après- Ça sera la surprise du chef. Bâle aussi un intérieur qui peut à lui tout seul faire le job, en tout cas sur certaines choses. Mais dans le fond, voilà, Boncourt est déjà en rythme. Et ça sera intéressant, ça sera intéressant. ouais, donc à suivre. Si À Bâle n'a suivre. pas été trop impacté par leur pause Covid. Ouais. Le second match dans le BBC Nyon qui reçoit Fribourg Olympique. Merci, messieurs. Non, voilà. Ça risque d'être un. Après, ça dépend de comment Fribourg va aller Fribourg. Connaissant Alexis, qui ne vont pas y aller les mains dans les En poches. connaissant Alexis, ils vont pas aller dans les mains dans les poches. Après, peut-être qu'après 2-3 cartons, ils vont calmer le délire et faire jouer un peu plus les jeunes. Donc, Voilà, des Dylan Chommer. Des Dylan Chommer, des Kevin Martina, qui mériteraient des peut-être gars un petit qu'on peu de a- temps de jeu. des quoi. gars qu'on n'a pas vu encore, ça sera peut-être l'occasion. Je suis pas convaincu. Tu penses pas? Non. Moi, 5-6 minutes peut-être. Ah oui, Mais il faudra qu'il. alors je m'excuse. S'il y a 40 points. Oui, bah ça sera 30 points. 5-6 minutes. C'est Ouais, quoi 40 que des fois, il est surprenant et puis ils t'ont fait rentrer comme ça. Mais après, voilà, pour venir, je pense que Lyon, sur ce qu'ils nous ont montré, ils ont 0 chance. Ah ouais, Ouais. on va être clair, on va pas se mentir. Grosse cote, quoi. Ah ouais, Ah c'est ouais. une cote à 20 à mon avis. À mon Il y en a avis, un ou deux qui vont lâcher les billets par là. Le troisième match, c'est les 2 qui vont débuter leur championnat aussi. C'est le BBC Montais face au Lion de Genève. Ouais, c'est quand même surprenant de te dire que le Genève n'a plus joué depuis leur match de Supercoupe. Malgré eux, c'est pas eux qui ont été impactés par Non. le Covid. Chaque fois, ils ont dû Bien jouer non. contre des équipes Ouais. qui avaient ce souci-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est malgré eux. Montais, j'ai envie de dire, Je connais tant mieux pour Patrick.
tant mieux pour Patrick Pembele, parce qu'ils ont eu tellement de retard sur la préparation avec cette licence qui est venue sur le tard, ces Américains qui sont venus sur le tard. Pour eux, c'est un mal pour un bien, je pense, de ne pas avoir joué les 2 premières journées de championnat. Donc il a eu 2 semaines pour se récupérer. Notre ami Patrick n'a plus l'excuse qu'ils ne sont pas préparés. Ils ont pu s'entraîner régulièrement. Donc voilà. Et ces joueurs sont arrivés quand, les étrangers? Alors je sais pas, j'ai pas les détails, mais je pense qu'ils sont là maintenant. Donc, ouais, quand même. Voilà. Ouais, mais Il faisait encore 25 degrés. Du moment où ils sont arrivés, il a fallu 10 jours normalement. Avant. Oui, mais depuis ça fait 14 jours qu'ils ne peuvent pas jouer, donc je pense qu'ils sont là maintenant. Mais voilà, enfin, l'excuse qu'ils avaient de préparation n'est plus, je pense, parce qu'ils ont pu, contrairement à un Bâle qui aura cette excuse la semaine prochaine s'il passe à côté de leur match, là sur le coup, Montet a pu se préparer. Ça va être intéressant parce que Montet à Genève, je pense, c'est bien préparé aussi. Mais bon, ils ont intérêt à donner meilleur que ce qu'ils ont donné dans la Supercoupe. Ils ont vécu avec un peu ce mauvais souvenir pendant 3 semaines. On dit que généralement, quand tu as un mauvais souvenir, la meilleure chose du sportif, c'est de passer à autre chose pour pouvoir tout de suite se refaire les dents sur un autre match. Eux, je pense que ça a dû cogiter ce match, il a dû cogiter pendant un petit moment. Et c'est pas forcément bon pour la confiance. Ouais, mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour faire un match amical. Alors, c'est possible. Enfin, c'est pas un match amical, pardon. C'est possible. C'est possible, mais ça reste un match de préparation qui n'est pas du tout le même qu'un match de championnat. Donc eux, ils sont restés avec un peu ce traumatisme de ce non-match de la Supercoupe. Contrairement à Montet qui va partir avec une page blanche. Donc en plus ça Montet, ça sera intéressant parce que Montet on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ouais, ça peut être bon. Genève de toute façon. Bon, d'accord. Merci Julien, Genève, cette analyse. Nous avons enregistré ça, Genève de toute façon. Il a déjà posé ses billes. Nous le ressortirons. Moi je suis moins sûr. Et puis il y a le match du dimanche entre Massagno et Union Neuchâtel. Là, la confiance, elle est clairement du côté Tessinois. Il y a toujours ce déplacement au Tessin. Ça va être un match un peu foufou, je pense, celui-là. Parce qu'il n'y a pas 2 équipes qui revendiquent forcément la défense à outrance. Massagno, on ne va pas leur demander une défense à outrance, ça sera plutôt l'attaque. Je pense que Neuchâtel a aussi des bons outils de travail au niveau offensif dans leur effectif. Je pense que ça risque d'être un match plaisant à regarder, je pense. Je pense que c'est un match qui va se terminer aux alentours de 85-90 points. Je pense que ça va être intéressant. Avantage pour moi, Neuchâtel. Parce que je pense que du moment que Neuchâtel ils doivent se reprendre, hein. Déjà à mon avis cette semaine à l'entraînement ça va un peu resserrer la vis. Comme on avait dit qu'Alexic allait resserrer la vis après Massagno, ça s'est vu un peu peut-être avec la peur au ventre de certains joueurs, mais niveau intensité défensive contre Neuchâtel, Fribourg était là. Là je pense que ça va être un peu du même côté de Neuchâtel. Après, de nouveau, si tu as un Mladjan à 75% à 3 points, tu as un Molteni à 75% à 3 points, puis que les gars ils sont de nouveau dans une confiance comme ils l'ont été à Fribourg il y a 2 semaines, le match est ouvert. Maintenant, si je dois donner un pronostic, je dis Neuchâtel de mon côté. À la cave. Je pars sur Neuchâtel aussi. Oui, je mouille Du pas, fait de... Je vois mal Massagno poser des problèmes réellement défensifs à Neuchâtel, sauf faire comme ils ont fait contre Fribourg, donc se dire qu'on bloque tout en bas, puis on fait en sorte qu'ils shootent à 3 puis que ça rentre pas. Ça va jouer en zone. Massagno, 15 minutes, ça va jouer en zone, ça tu le sais. Ça de toute façon, oui. Par contre, ça va être intéressant, parce que la zone, Neuchâtel, qui c'est qui shoot? Brian Collin sur un bon jour. Après, c'est difficile, limité. parce que Humphrey, c'est pas un shooter. Les d'intérieur, c'est pas des gars qui s'écartent. Il te reste quoi, Fofana Fofana, c'est pour l'instant à l'extérieur. T'as ton fameux Martin. Ouais, mais c'est pas son rôle. Donc moi, si j'étais Massagno, une petite zone des familles, juste pour... De toute façon, tous les matchs, ils vont en poser une. De toute façon, du moment que Mladjan va jouer 35 minutes, il y aura une zone. Hein. Ça, c'est clair.
Bon, ben, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de ces pronostics. Ces T'as messieurs. encore un match, Florian, le 27, Ah, pardon. donc mardi prochain. En même temps qu'on sera là, il y aura un jeu. Ouais, c'est comme aujourd'hui, il y a un match de Ligue B aussi. Maintenant, il va y avoir des matchs un petit peu éparpillés, un petit peu partout. Avec ces Covid, on va être un peu semé. Je crois qu'on va être surtout obligé de tabler, je crois, sur les matchs du week-end, parce que les matchs du mardi, les analyser une semaine après. On peut en discuter, mais... On discutera vite fait. Ouais, pas vite fait, mais on n'arrivera pas à en débattre. Ça sera quoi, le match une demi-heure, quoi. Genève-Boncourt. Genève-Boncourt. Bon, on verra déjà Genève ce qu'ils vont faire. Ouais, j'ai étudié ce qu'ils font ce week-end, ouais. Messieurs, vous avez tout dit? Tout. J'espère qu'on nous a entendus. Ouais, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Pour une émission, j'ai eu une idée, et ça pourrait peut-être être la bonne. En tout cas, je nous le souhaite. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'être là ce soir. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous suivre malgré nos petits soucis. Puis on se donne quand même rendez-vous la semaine prochaine, à moins qu'il y ait Monsieur Covid qui frappe à la porte. Puis on fait ça depuis la maison. Déjà qu'on a bien exercé, on a bien respecté les effectivement. On quinconce comme les noisettes dans le ragusa. C'est marqué par la public ragusa, je suis un fan. Ah d'accord, on saura quoi t'offrir à Noël en tout cas. Exactement. Mais au lait, pas le noir, au lait, le traditionnel. Pas le chocolat de couleur. Pas le chocolat de couleur. Ouais, en tout cas, une excellente soirée. Et puis, bonne fin de soirée, merci. À tout bientôt. Salut à tous. À bientôt.